Salut Étienne. Bonjour Pablo. Merci d'avoir accepté mon invitation. Étienne, tu es sociologue et tu as écrit avec le philosophe Michael Fussell un opus, ça s'appelle Une étrange victoire, l'extrême droite contre la politique, aux éditions du Seuil. Vous essayez de décortiquer les raisons de la dynamique, de la puissance de la dynamique de l'extrême droite aujourd'hui, notamment du Rassemblement national. Le point de départ, non pas du livre, enfin de votre rédaction du livre, mais au départ, vous parlez de ce qui s'est passé au mois de juillet, cette peur qu'a étreint une majorité de Français que de voir l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national et leur victoire aux élections législatives anticipées. Sur cette base-là, vous essayez de comprendre ce qui a amené le Rassemblement national à ce niveau politique-là dans notre société. Ma première question, elle est toute simple. Vous utilisez ce mot de « étrange » dans le titre, un mot que vous volez, c'est une citation de Marc Bloch. Pourquoi est-ce que, qu'est-ce qu'il y a d'étrange dans la dynamique du Rassemblement national et en quoi c'est une victoire ? Oui, en effet, c'est intéressant de se poser la question comme ça. On a décidé de faire ce clin d'œil très appuyé, puisqu'on le cite dès la première page, à l'historien Marc Bloch, qui lui-même avait écrit ce texte sur les raisons de la défaite française en 1940. Et outre le parallèle peut-être un peu lointain historiquement avec l'extrême droite, ce qui nous intéressait dans le texte de Bloch, c'est deux choses. D'une part, c'est l'idée que Marc Bloch cherchait à voir les différentes causes qui avaient amené cette victoire en proposant une dissection, une anatomie de la société française de l'avant-guerre. Et la deuxième, qui est aussi très proche de Bloch, c'était de tenter de comprendre pourquoi est-ce que l'étrangeté joue un rôle central dans la montée des autoritarismes et des extrêmes. Et de ce point de vue-là, le parallèle nous a paru vraiment intéressant parce qu'il nous a semblé que pour comprendre non pas l'existence, non pas certains développements électoraux du Rassemblement national, mais l'explosion, le fait d'avoir rompu le plafond de verre en quelques années seulement, avait trait en partie à cette étrangeté. Et donc c'est de cette étrangeté qu'on a voulu faire sens dans ce livre pour tenter de comprendre comment si rapidement l'extrême droite avait pu arriver aux portes du pouvoir. Alors, en fait, par étrangeté, en fait, vous mettez en avant des espèces de paradoxes quant aux propositions du Rassemblement national et avant son ancêtre, le Front national, dans leur position. C'est vrai que quand on lit votre livre, on se dit mais en fait, ce Rassemblement national, c'est un espèce d'objet mou qui est très malléable en fonction de ce qu'il raconte. Alors, c'est même un objet flou. Et moi, c'est quelque chose, c'est ce que vous proposez comme grille de lecture. Et vous dites, vous consacrez un chapitre à ça. Vous dites, le problème, c'est qu'on ne leur pose pas des bonnes questions. Vous mettez en accusation, finalement, les médias qui n'interrogeraient pas assez les représentants du Rassemblement national sur la réalité de leur projet. Moi, c'est quelque chose avec lequel je ne suis pas tellement en accord. J'ai au contraire l'impression que le boulot est fait, mais que finalement, peu importe les réponses en fait, qu'ils peuvent apporter, peu importe les paradoxes ou l'étrangeté de leurs réponses par rapport à la réalité de leur projet ou par rapport à la réalité de la société, ça marche. Et moi, ça, pour moi, c'est une étrangeté, mais qui n'est pas liée aux questions des journalistes, mais qui est liée plutôt ontologiquement à leur propositions politiques et à la façon dont ils s'inscrivent dans notre champ sociétal. Et j'en veux pour preuve, et c'est la question que je te pose, Donald Trump. Vous le citez plusieurs fois, mais pas sur cette question-là, mais Donald Trump, là, il est candidat aux élections présidentielles américaines, il raconte n'importe quoi, il fait des interviews pourtant qui sont parfois hyper sharp, il raconte, il pleut dehors, il te dit qu'il y a du grand soleil, et pour autant, là, il est en passe, en tout cas, il peut prétendre à un deuxième mandat à la tête des États-Unis. Ce rapport ambigu en fait à la réalité de ce qu'ils proposent. Est-ce que c'est pas ça aussi qui fait que ils gagnent? Ils ont réussi à faire advenir dans notre espace public, dans l'espace politique, la possibilité de dire n'importe quoi.
Oui, alors ça c'est intéressant, c'est un petit peu la thèse classique désormais de la post-vérité et du fait que certaines franges politiques historiquement en franges arriveraient à devenir mainstream. C'est pas exactement ce qu'on a traité dans le livre. Pourquoi? Parce que cette question de la post-vérité, je pense qu'elle se pose moins dans ces termes-là en France qu'elle se pose ailleurs. Et là, il y a une distinction qui est intéressante à faire. S'il y a des parallèles à faire avec les formes d'extrême droite, toutes les extrêmes droites ne se ressemblent pas sur tous les points. Et de ce point de vue-là, Donald Trump, à la fois parce qu'il a eu un autre mandat, parce que la société états-unienne est différente, parce qu'il arrive avec de nouvelles propositions, parce qu'il a aussi un style de campagne différent, n'est pas exactement le même que le Rassemblement national. Et donc de la même manière que quand on fait cette critique des médias que tu évoquais, on ne met certainement pas en cause tous les médias et on ne met par ailleurs pas en cause les médias en soi, on pense que c'est une condition essentielle d'une démocratie vivace des médias, on ne met pas non plus toute l'extrême droite dans le même sac. Et donc je pense que chacune appellerait un développement particulier sur ce qu'ils font. Pour ce qui est de l'extrême droite française, qui est celle qu'on a regardée, il nous semble que moins que la post-vérité, en fait, ce que eux font et ce qu'ils ont mis en avant, c'est un brouillage dans lequel, de leur position politique, brouillage qui est à la fois un brouillage stratégique qu'ils ont mis en avant avec une évolution sur certains points au gré des sondages. On l'a vu un temps donné sur la réforme des retraites, où le Rassemblement national a d'abord, quand la majorité de la population était en faveur de l'abrogation, soutenu cette position avant de connaître des variations. On l'a vu sur une série d'autres sujets, donc de ce point de vue-là, le Rassemblement national est stratégique. Mais je crois qu'un des points importants du livre, et c'est vraiment quelque chose sur lequel on souhaite insister, c'est que on ne se dédiabolise jamais tout seul et que de ce point de vue-là, il faut aussi regarder ce qu'ont fait les autres. Et c'est pour ça qu'on est allé voir du côté du champ politique avec la déstructuration des clivages entre la gauche et la droite, par exemple, le fameux dépassement que proposait à un temps donné Emmanuel Macron, qui a permis au Rassemblement national de s'échapper des grilles d'analyse classiques dans lesquelles on pouvait le placer comme étant à l'extrême droite. Et donc ce qu'on a cherché à faire, c'est plutôt que de mettre l'accent sur cette question de la post-vérité, qui en effet pourrait poser question et interroger, mais qui me paraît pas complètement centrale dans ce cas-là, d'aller s'interroger sur les autres formes de flou qui ont permis au Rassemblement national de prospérer électoralement. Mais en fait, ce que vous avez étudié, ce sont les discours du Rassemblement national, les orientations, les directions, et peut-être aussi, dans une certaine mesure, le projet ou les projets de l'extrême droite française. Mais dans quelle mesure, en fait, ça résonne aussi avec des réalités de notre société? C'est-à-dire qu'il y avait cette phrase absolument abominable qui avait été sortie à la fin des années 80, le Rassemblement national... l'extrême droite ou le Front National, je ne sais plus ce qu'il avait dit, pose des bonnes questions mais apporte des mauvaises réponses. Cette phrase qui a fait beaucoup de mal, à mon sens, à la façon dont on envisageait l'extrême droite en France. Dans quelle mesure c'est aussi en utilisant cette matière que le Rassemblement national a permis de prospérer? C'est-à-dire que c'est pas que des discours, le Rassemblement national, c'est aussi, ça rencontre aussi des réalités de dynamique politique profonde qui travaillent notre société au-delà de ce que ces représentants ou représentantes peuvent dire. C'est vrai que ce qu'on a cherché à faire dans ce livre, c'est à travailler sur ce qu'on pourrait dire appeler un peu rapidement l'offre politique, plutôt que de s'intéresser sur le discours des électeurs, les intentions de vote, etc., ce qui sont aussi des sujets en sciences politiques extrêmement intéressants et importants. Mais il nous a semblé que dans ce domaine, peut-être plus que d'autres qu'est la politique de l'offre, c'est quelque chose qui marche. C'est-à-dire que quand on va voir comment est-ce que les responsables politiques parlent, on a des chances de comprendre comment est-ce qu'ils vont structurer les manières de penser. Alors évidemment, ces choses-là sont dynamiques et il ne faut pas prétendre croire que les électeurs seraient des réceptacles passifs qui seraient simplement en demandeurs en fait, des idées qu'on leur donne. Ceci étant dit, il y a quand même beaucoup d'études qui montrent que le rôle joué par les leaders d'opinion influe, sinon sur comment on va penser, en tout cas sur ce sur quoi on va penser. Et c'était d'autant plus important pour nous d'opérer cette dissection du discours politique du Rassemblement national qu'il permettait de mettre à jour en fait toute une série d'éléments et de déplacements que parfois on n'a pas complètement vus. Alors évidemment, sur la question de l'immigration, même si elle n'est toujours pas la préoccupation centrale des Français, elle est quelque chose qui est
qui trouve certainement un écho dans la société. Et de ce point de vue-là, le Rassemblement national a su complètement capitaliser sur son identité initiale. Mais si on regarde justement les autres discours, là on se rend compte, et les autres propositions, là on se rend compte que le Rassemblement national a lui opéré une série de déplacements qui sont parfois tellement rapides qu'on a du mal à les suivre. Il faut imaginer quand même que par rapport à l'extrême droite historique, mais pas celle d'il y a 80 ans, celle de parfois il y a 20 ans, le Rassemblement national aujourd'hui défend la constitutionnalisation de l'IVG. Le Rassemblement national défend le mariage des couples gays, probablement la PMA. Si on change complètement de sujet, donc ils ont adopté les positions du libéralisme culturel, et si on va sur une thématique complètement différente que serait par exemple l'Europe, le Rassemblement national en 10 ans est passé d'un refus de l'Europe, du Brexit et de la demande de sortie de la monnaie unique à la défense d'une espèce de souverainisme intégré au sein de l'Europe. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on voit quand on regarde l'offre politique? On voit que le Rassemblement national s'est ajusté à la demande politique de manière très très forte et qu'il a suivi la cote des sondages beaucoup plus qu'il n'a fait de propositions fortes et qu'il n'est resté sur ses propositions historiques. J'aimerais revenir sur la question du confusionnisme dont vous parlez et dont que tu as mentionné tout à l'heure. Tu as parlé du rôle du pouvoir et de la proposition d'Emmanuel Macron, notamment en 2016, de subsumer la gauche et la droite, et qui a beaucoup perturbé, on va dire, la structuration du champ politique. Mais dans quelle mesure c'était pas aussi une lassitude, en fait, des Français et des Françaises, du peuple, que de considérer en fait la politique comme ça. Ce que je veux dire, c'est que il y avait un clivage qui était le clivage gauche-droite. Ce clivage n'arrivait plus à exister véritablement dans la société, et donc on est passé à d'autres sortes de clivages qui évidemment vous parlez de brouillard ou de brouillage, mais en vérité on n'est pas obligé de le considérer en tant que tel. On peut juste dire en fait les hommes et les femmes sont peut-être ont un rapport à leur identité politique un peu plus complexe qu'ils ne l'étaient auparavant. Avant il y avait c'était classe contre classe, c'était les bourgeois contre la classe ouvrière, etc. Et il y avait des identités qui étaient fortes, qui étaient construites autour de ces identités de classe. Aujourd'hui, la classe ouvrière n'existe plus véritablement, n'a plus une identité très forte, même si on peut considérer qu'elle existe quand même. Et voilà, et donc les gens se positionnent un peu différemment, ils disent ouais, là il y a un peu de trucs bien, un coup je vais voter ici. Et d'ailleurs on le voit, les gens maintenant n'ont plus quand ils vont voter, ça c'est Fourquet qui l'explique très bien, Jérôme Fourquet il dit en fait un coup ils vont voter là, un coup ils vont voter un autre parti, enfin je veux dire ils n'ont plus d'attachement très fort à un camp politique comme ils pouvaient l'avoir auparavant. Donc finalement le Rassemblement national, il s'est mis au diapason de ce brouillage. Oui, le constat qu'on fait, et le chercheur en sciences politiques que je suis est tout à fait est nourri par les travaux de sciences politiques, c'est que d'une part, il ne faut pas fantasmer en fait une histoire du clivage gauche-droite qui aurait été claire à un moment donné et qui ne le serait plus du tout à un autre moment. Il est assez certain qu'il y a toujours eu des identités politiques qui étaient plus ou moins labiles, flottantes. Ce qu'on dit dans le livre en fait, c'est qu'à un moment donné, Emmanuel Macron, mais d'autres, ont proposé de dépasser un des éléments qui structurait le débat politique et qui en effet était peut-être arrivé à une espèce de fin de course parce qu'il n'arrivait plus à répondre aux besoins des gens. C'est d'ailleurs pour ça que l'entreprise macroniste a fonctionné de la même manière que l'entreprise macroniste avait fonctionné quand elle critiquait les professionnels de la politique dans les années 2010, 2017, parce qu'on voyait bien que les élus d'aujourd'hui étaient aussi ceux d'hier et aussi ceux d'avant-hier. Bon, alors notre idée, c'est pas de dire que le clivage gauche-droite, c'est l'alpha et l'oméga. Notre idée, c'est de dire, de la politique, et par ailleurs le politiste que je suis fait presque profession de critiquer le clivage gauche-droite pour en pointer les insuffisances. Notre idée, c'est plutôt de dire qu'à un moment donné, qui est cette deuxième partie des années 2010, il y a eu une série d'attaques qui ont été portées sur le clivage gauche-droite, pour de bonnes, pour de mauvaises raisons, c'est pas à nous d'en juger, on les analyse simplement. Et que ça a eu comme effet de déstructurer les repères dans lesquels on jugeait classiquement ce qu'est
le Rassemblement national ce qu'est l'extrême droite. Pour le dire rapidement, en déstructurant le clivage gauche-droite sans lui proposer de remplaçant solide, c'est pas qu'il faut en soi le conserver, c'est qu'à la limite on peut le subsumer ou le dépasser en lui proposant un remplaçant, mais sans lui proposer de remplaçant, le fait de déstructurer le clivage gauche-droite a permis au Rassemblement national de se faire oublier comme étant un parti d'extrême droite. Si on va très vite, on pourrait dire que la gauche, c'est des partis qui se sont historiquement organisés autour des questions d'égalité. La droite, ce sont des partis qui se sont historiquement organisés autour de questions sinon d'inégalité, mais en tout cas de concurrence et de valorisation de la concurrence. L'extrême droite, ce sont des partis qui, d'une certaine manière, ont pris les positions de la droite en extrême, c'est-à-dire qu'ils ont développé une étude une valorisation de la concurrence ou de l'inégalité, mais qui était essentielle et basée sur des propriétés ascriptives. Et de ce point de vue-là, déstructurer le clivage gauche-droite a pour conséquence de rendre le Rassemblement national illisible dans ces termes-là. C'est pour ça que dans le livre, on essaie toujours de maintenir, et les deux parties du livre se répondent, l'idée que le Rassemblement national n'aurait jamais pu se dédiaboliser et monter aussi haut. Deuxième partie, s'il n'avait pas profité, première partie, de la déstructuration de toute une série de cadres politiques qui organisaient nos imaginaires depuis 50, 100, 200 ans. En parlant de cadres politiques qui organisent nos imaginaires, il y a une partie assez rigolote dans le livre où vous donnez la parole à un administrateur de l'Assemblée nationale, un haut fonctionnaire anonyme, qui dit mais moi je crois dans nos institutions, je crois que nos institutions elles sont solides, qui est quelque chose que moi-même j'ai intégré. Quand je l'ai lu noir sur blanc, et vous le dites avec un peu d'ironie, j'étais là genre ah bah oui mais moi aussi je pense exactement ça. Dans quelle mesure aujourd'hui le Rassemblement national joue avec justement cette croyance qui est vraiment très intégrée chez les Français et les Françaises que nos institutions, les institutions de la 5e, mais au-delà les institutions de notre République sont solides. Comment ça les aide aujourd'hui à faire les propositions qu'ils font et on pourrait se dire oh là là mais c'est horrible parce que si le Rassemblement national arrive au pouvoir, ils vont tout foutre par terre. Mais en fait on se dit non, ils ne foutront pas tout par terre parce que vraiment nos institutions sont solides. Je crois d'abord que le Rassemblement national n'a pas de demande radicale en termes de réforme des institutions. On peut reprendre le programme de 2022, les 22 points de Marine Le Pen dans son programme. Il y a très peu de choses en fait qui portent sur les institutions. Pourquoi? D'une part parce qu'en effet, du point de vue de la pure stratégie, je pense que ce serait un petit peu maladroit de venir tenter de critiquer les institutions qui ont porté la France depuis maintenant plus de 60 ans. Et surtout qu'en fait, ils n'en ont pas vraiment besoin. Puisque, comme on le dit dans le livre, en reprenant un petit peu cette espèce de mythe de l'immunité des démocraties à l'autoritarisme, mythe qui a été largement remis en cause par l'histoire et par les historiens, mais mythe qui a toujours une certaine existence et sur lequel on revient ici. Et en l'occurrence, dans le cas français, je pense que le Rassemblement national s'accommoderait très bien des institutions telles qu'elles fonctionnent. Pourquoi? Parce que c'est des institutions, j'ai eu l'occasion de le dire dans d'autres travaux, qui sont une forteresse pour ceux qui sont dedans. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est dedans, une fois qu'on a réussi à dépasser le stade du parti minoritaire, ce qu'ils ont longtemps été, alors on est dans la Ve République et dans les organisations et la pratique des organisations institutionnelles, dans un endroit où celui qui est au pouvoir peut mener la danse. Pourquoi? Quelques exemples, ceux très connus évidemment des formes de vote, le 49 alinéa 3 qui permet de passer un texte sans avoir l'adopter, sans avoir à le voter, mais aussi très largement le budget, qui détermine de la politique de la nation, le lien entre la magistrature et la place Vendôme, le ministère de la Justice, qui reste un lien consubstantiel. Emmanuel Macron avait dit en 2018 qu'il faudrait, pour un état de droit solide, supprimer cela. C'est une réforme qui n'a pas eu lieu. Et on pourrait multiplier comme ça en fait les exemples en fait de ce que la France est un pays dans lequel un parti qui aurait des tentations antidémocratiques ou autoritaires pourrait tout à fait s'en servir et s'épanouir dans les institutions françaises. Donc c'est là-dessus qu'on a voulu attirer l'attention, ce d'autant plus que, de par les études comparatives que j'ai pu faire, on voit bien que d'autres régimes sont beaucoup moins susceptibles à ça. On fait souvent la comparaison entre
la France et puis d'un côté les États-Unis, de l'autre l'Italie, qui sont deux exemples où on a eu des régimes autoritaires. Dans le cas des États-Unis comme de l'Italie, il ne faut pas oublier que ce sont des régimes fédéraux et que les régimes fédéraux organisent un système de contre-pouvoir qui sont beaucoup plus importants. En France, sur tous les aspects que j'ai mentionnés précédemment, le centralisme historique de la société et de la politique française aurait des conséquences sur les capacités d'action beaucoup moins contrôlées, beaucoup moins empêchées d'un gouvernement. Et jusqu'à présent, les gouvernements en ont largement profité. Rien n'empêche un gouvernement autoritaire lui aussi d'en profiter. Tout à l'heure, tu as mentionné la position du Rassemblement national de 2024 sur des questions comme la constitutionnalisation de l'IVG, sur le mariage pour tous, etc. Sous-entendant que c'était un parti plutôt moderne, enfin plutôt en phase avec les évolutions libérales de la société. Est-ce que après, mais vous consacrez aussi tout un chapitre à la question du bon sens et finalement, alors vous le dites pas comme ça, mais c'est souvent ce à quoi on pense lorsqu'on parle du Rassemblement national, c'est ils veulent nous faire revenir à la France des années 50, où il y aurait hétéropatriarcal, où il y a un bon père de famille, etc. Enfin, ce qui contredit un peu, enfin je veux dire c'est un peu contradictoire. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que le Rassemblement national est un parti moderne ? Non, l'objectif du livre, c'est d'étudier les discours et les propositions. On n'est pas en position de sonder les reins et les cœurs, ni de ses dirigeants, ni même de ses électeurs. Et donc, de ce point de vue-là, on est obligé de rester au niveau de l'offre politique telle qu'elle est verbalisée, telle qu'on peut la connaître. De ce point de vue-là aussi, ce qu'on voit, c'est qu'en effet, il y a des déplacements qui ont été faits, et que ces déplacements ont lieu sur les sujets de ce qu'on appelle le libéralisme culturel, par exemple. Historiquement, l'extrême droite y était très opposée, sur l'homosexualité, Jean-Marie Le Pen avait eu des propos très très durs en fait à plusieurs reprises. Là, ça n'est évidemment pas le cas du Rassemblement national. Alors ça, c'est ce qu'on peut dire. Est-ce que ensuite c'est un parti moderne ? C'est pas à nous de dire ça. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que ce qu'on sait, c'est que quand les partis arrivent au pouvoir, parce que là, ils sont en phase de conquête du pouvoir, quand les partis arrivent au pouvoir, ils changent. Giorgia Meloni avait fait une campagne, certes un petit peu différente, où elle avait quand même mis en avant les valeurs traditionnelles, mais quand elle arrive au pouvoir de la famille, quand elle arrive au pouvoir, elle passe beaucoup de temps à ne plus investir les sujets classiques de l'extrême droite. Pourquoi ? Parce que Giorgia Meloni, elle l'a dit de manière assez ouverte, considère qu'on ne change pas un pays en quelques mois, en quelques années, et donc il faut rester au pouvoir pour changer la société. Et de ce point de vue-là, c'est seulement au bout de 2 à 3 ans, c'est-à-dire maintenant, c'est-à-dire la semaine dernière, que Giorgia Meloni a commencé à légiférer sur des sujets comme la GPA qui est interdite en Italie, gestation pour autrui, mais qui maintenant... comme en France, mais qui maintenant est aussi interdite aux Italiens. Ce qui n'est pas la même chose, c'est-à-dire qu'une GPA faite à l'étranger, maintenant, est pénalement répréhensible en Italie. Oui. Et donc, je crois qu'il faut être attentif sur ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que c'est un parti qui a changé, on peut dire que c'est un parti qui a changé de discours. Voilà. Mais pour autant, on a l'impression qu'il y a des sujets sur lesquels ils arrivent à avancer. Par exemple, tu as parlé de la question de l'homophobie, mais il y a quand même des limites. C'est-à-dire que sur la question de l'antiracisme, là, ils deviennent dingues, ils voient des woke partout, ils sont très stressés par ce qu'ils appellent le néo-féminisme, ou les excès de tous ces mots en isme qui font le suc d'une partie de la gauche. Donc il y a quand même des limites où, enfin, comment est-ce que c'est à géométrie variable, c'est-à-dire que sur certains sujets ils vont être libéraux, mais sur d'autres pas du tout. Là, je les ai vus encore défendre un réalisateur qui était accusé de violence sexuelle en disant non mais là c'est trop, on va trop loin, les woke sont en train de prendre possession de notre justice ou je sais pas quoi. Enfin, je veux dire, il y a quand même des sujets où ils restent très rétrogrades et réactionnaires. En tout cas, loin de nous l'idée de dire que le Rassemblement national est devenu un parti libéral. Je pense que ce qu'on dit, c'est que tout au plus, sur les valeurs culturelles un peu marquantes d'une époque, ou de l'époque d'avant d'ailleurs, parce que l'IVG c'est quand même il y a plus de 50 ans maintenant, le Rassemblement national a opéré un changement. Il ne s'agit certainement pas de dire que le Rassemblement national est devenu un parti qui se situe dans les coordonnées libérales classiques dans l'avant-garde ni dans l'avant-garde éclairée. J'en veux pour preuve que c'est un parti qui, au contraire, sur les sujets de l'état de droit, est un parti qui reste autoritaire et qui, sur les sujets
de la nationalité et un parti qui défend encore des positions nativistes avec le maintien de la préférence nationale. Donc l'idée était beaucoup plus à travers cet exemple très précis des questions de l'homosexualité, de l'IVG, donc des valeurs du libéralisme culturel, d'insister sur le fait qu'un déplacement rapide et très fort s'était fait, qu'on interprète comme une espèce de ralliement aux causes gagnées du moment, de manière à pouvoir brouiller son image, mais aussi probablement gagner des électeurs. Vous faites référence à, enfin non, plutôt vous ne faites pas référence à ce projet en fait général du Rassemblement national vis-à-vis de la mondialisation que je pense est centrale, mais c'est pas l'objet de votre ouvrage, mais comme il s'y raccorde à plusieurs égards et surtout il résonne avec les bouquins de Félicien Faury ou de Benoît Coquart, hein. Enfin tout ça s'inscrit dans la même, à mon avis, dans le même sac, dans le même champ. Comment est-ce que toi, tu résous, de ton point de vue de sociologue et du point de vue de ce que tu as écrit avec Michael Fussell, comment est-ce que tu résous cette question de, en fait, leur projet est, je reviens en fait à ma question de tout à l'heure, mais résonne par exemple sur la question de le déclassement, la peur de la mondialisation, la peur d'être délaissés de toutes les politiques publiques à la fois nationales, supranationales, européennes et mondiales, d'être les délaissés de cette mondialisation. Comment est-ce que on peut, je vais dire un truc un peu qui tire un peu contre la gauche, mais que ce projet est plus... Est-ce que tu pourrais dire que ce projet est plus désirable? Ils ont réussi à le rendre plus désirable que les autres projets qui sont proposés par les autres forces politiques. Disons que ce qui est sûr, il y a beaucoup de questions dans la question, mais ce qui est sûr, c'est que la fragilisation économique et sociale des sociétés a fourni un terreau extrêmement fort pour une demande d'alternatives politiques. Et que de ce point de vue-là, le Rassemblement national en bénéficie. La question ensuite, c'est de savoir pourquoi est-ce que c'est eux qui en bénéficient et pas d'autres partis. Pourquoi est-ce que les partis de gauche en fait n'ont pas réussi à capitaliser sur cette demande extrêmement forte et comment est-ce qu'ils ont réussi au contraire à la canaliser et à capitaliser là-dessus. Alors ça, il y a d'excellents travaux en fait qui ont été faits là-dessus et je pense que c'est pas la peine de rouvrir vraiment la discussion de ce point de vue-là. Je pense que simplement, ce qu'il faut dire, c'est que le Rassemblement national a été particulièrement efficace ces dernières années pour s'opposer comme le défenseur du peuple contre les élites. Et c'est quelque chose qu'on a vu beaucoup et qu'on analyse dans le premier chapitre, puisque, et je reviens à mon analyse précédente de la déstructuration du clivage gauche-droite, en déstructurant le clivage gauche-droite et en lui remplaçant Emmanuel Macron, une opposition entre le progressisme soi-disant bien et le populisme soi-disant mal, Emmanuel Macron et ses attachés, ses conseillers ne faisaient cependant que ratifier en fait ce qui était la grille de lecture que Marine Le Pen tentait d'imposer à ce moment-là. On a souvent glosé sur les parallèles qui pouvaient exister entre et de droite et de gauche d'Emmanuel Macron et ni de droite ni de gauche historique du Front National. Je pense que les liens ne sont pas si forts que ça parce que c'est deux philosophies politiques, deux projets complètement différents, mais il y a quand même ici, dans cette volonté de dépasser le clivage gauche-droite comme de le remplacer par une opposition entre les élites et le peuple, des éléments qui vont permettre au Rassemblement national de s'imposer comme étant le défenseur des peuples, dont en effet les conditions de vie, les conditions socio-économiques se sont dégradées au cours des 30 dernières années. J'ai une dernière question, Étienne. La capacité du Rassemblement national à aller peser sur tous les secteurs, ou plutôt à aller chercher en fait le sucre de sa proposition politique, à la fois dans le secteur économique, à la fois de rentrer dans les médias, à la fois chez les intellectuels, vous en parlez aussi avec la Nouvelle Droite, etc., enfin, la revue Éléments. Est-ce que c'est pas ça aussi qui a permis au Rassemblement national, dans les années 2010, c'est-à-dire au moment où il a réussi à éclore en tant que force globale, c'est-à-dire où à la fois il y a des milliardaires, il y a des journalistes et des chaînes de télévision, d'ailleurs qui sont souvent assez liées, hélas, il y a des intellectuels. C'est tout ça en fait qui permet aujourd'hui
au Rassemblement national d'éclore et de montrer toute sa puissance, puisque précisément elle est assise, ses racines aujourd'hui sont assises, sont plongées dans toute la société. Oui, alors je serais peut-être un tout petit peu plus mesuré là-dessus parce qu'il me semble que le propos du livre et notre objectif consiste à tenter de mesurer la manière ou d'expliquer la manière dont le Rassemblement national a réussi à casser le plafond de verre en 10 ans. En fait, pour le dire vite, puisqu'il y a 10 ans, il y avait encore une espèce de front qui s'opposait à lui en permanence, qui a connu un réveil rapide pendant ce mois en fait, de juin 2024 et cette semaine de juillet 2024. Et comment est-ce qu'ils ont fait pour le faire aussi rapidement? Et je crois qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire que de ce point de vue-là, les élites économiques sont arrivées alors que la victoire était déjà presque présente. Les médias, il y a une offensive qui est très cadrée et qu'on pourrait tout à fait tracer, et c'est déjà fait, autour de la prise en main par Bolloré de certaines chaînes et par Pierre-Édouard Stérin aussi, de certains médias, du monde de l'édition, des restructurations qui ont lieu. Donc on pourrait aller regarder là. Mais ça ne fait pas changer tous les regards, en fait. C'est pas ça qui suffit. Donc, je pense que si on va chercher du côté des causes, on se tromperait parce que c'est des choses qui arrivent, mais qui arrivent par petites touches, par petits aspects, et qu'on raterait peut-être le plus grand tableau si on faisait ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure où on en est maintenant, le fait qu'il y ait cet alignement avec d'un côté des relais médiatiques, de l'autre côté des relais dans les syndicats, ensuite des relais dans les médias, et puis des relais dans l'édition. Tout ça participe de l'idée de l'installation, sinon de sa normalisation de l'extrême droite, en tout cas de sa présence, et de sa présence inéluctable. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle, sciences sociales, un effet de transcendance, c'est-à-dire que plus en fait quelqu'un est présent quelque part, plus on a l'impression qu'il est universel et inéluctable. Ce sera ma toute dernière question. Vous êtes aussi situé, c'est-à-dire que on sent quand on lit votre livre que vous jugez avec Michael Fussell l'objet dont vous parlez. Quelles sont les pistes de résistance en fait à ce caractère presque inéluctable de ce que vous racontez, parce que c'est pas demain la veille qu'on va reconstituer un clivage gauche-droite qui va pouvoir mettre à l'écart l'extrême droite, c'est pas demain la veille qu'on va réussir à gauche comme dans la droite libérale à construire un projet qui soit plus désirable que le projet du Rassemblement national. Est-ce que quand vous avez mis un point final à votre ouvrage avec Michael Fussell, vous vous êtes dit, bon, en fait, nous aussi, en tant que chercheurs, en tant que professeurs, en tant qu'enseignants, on a une idée de vers où il faudrait aller pour résister, ou est-ce que c'est pas du tout votre objet? Non, le livre est une grande fresque analytique. Alors analytique parce que quand même il cherche d'abord à expliquer les discours, à tenter de comprendre en fait comment est-ce qu'ils ont pu prendre une telle ampleur. Une grande fresque parce que chacun des chapitres en fait pourrait appeler des conclusions. C'est-à-dire que on a toute une série d'éléments dont on montre qu'ils ont participé à la montée de l'extrême droite. Et donc si l'objectif est d'empêcher la montée de l'extrême droite, alors il y a à la fin de chaque chapitre presque des conclusions à tirer. Mais je prendrais, donc il y aurait au moins 6 pistes qu'on pourrait prendre, j'en prendrai une seule. Je pense qu'il est urgent, et pas simplement à gauche, même si on est ici dans un média de gauche, de réinvestir les questions institutionnelles. En fait, les questions institutionnelles sont des choses qui travaillent la gauche, mais étant donné l'urgence qu'on connaissait déjà par rapport aux frustrations que proposait la Ve République, il est, à mon avis, essentiel aujourd'hui d'organiser une transition démocratique, constitutionnelle, délibérative vers d'autres éléments. Donc ça pourrait être un élément qui permettrait de réorganiser des contre-pouvoirs dans la possibilité de la survenue d'un État autoritaire. Mais on pourrait tout autant poser la question des médias et dire, en fait, les médias, s'ils venaient, comme ils l'ont fait dans les 10-15 jours qui précédaient les élections de juillet 2024, s'ils venaient creuser sur les profils des candidats du Rassemblement national, s'ils venaient interroger leur position politique et leurs évolutions très rapides, comme ils l'ont fait entre juin et juillet 2024, alors peut-être que, sans forcément faire perdre beaucoup de voix au Rassemblement national, on aurait les moyens de montrer
que le parti et ses stratégies sont en fait souvent dans une espèce de tentative de passage un peu incognito. Et donc tous ces éléments-là, qui d'ailleurs ont joué un rôle très important dans le fait que le Rassemblement national ne remporte pas des élections qu'il devait remporter, hein, on était parti pour ça en 2024, alors probablement ça aurait des effets. La dernière leçon, évidemment, c'est que le Front républicain, qui a été ressuscité et qui, à l'heure actuelle, est dans un état de mort probablement clinique, le Front républicain est encore un outil qui fonctionne. Merci beaucoup, Étienne. Merci.